Un risque de dislocation du pays, voilà la question que nous posons à nos invités et c'est tout de suite. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Sans surprise, les référendums dans l'Est de l'Ukraine, le oui l'a emporté massivement, avec 92% dans la région de Louhansk. Oui pour l'autodétermination, même chose à Donetsk. En tout cas, c'est ce qu'annonce, et c'est ce qu'il faut préciser, et c'est important, c'est ce qu'annoncent les séparatistes pro-russes. Alors Moscou affirme qu'il respecte l'expression de la volonté des Ukrainiens de l'Est. Moscou qui appelle au dialogue entre Kiev et les séparatistes. Les Occidentaux, eux, sans surprise, ne reconnaissent pas ce scrutin. Ce soir, Européens et Américains affirment que ces scrutins sont illégaux. Quelle est maintenant l'étape d'après? Que vont devenir ces régions de l'Est? Ce soir, il faut savoir que le chef séparatiste de Donetsk proclame même l'indépendance de Donetsk. L'Ukraine est-elle au bord de la dislocation? Dans ces conditions, la présidentielle du 25 mai peut-elle être maintenue? Eh bien, on en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Anna Jaïar-Chenakovska, bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif Euromaïdan France. Lola Vaudou, bonsoir. Vous êtes cadre de banque, vous êtes française, vous êtes également russe et ukrainienne. En tout cas, une partie de votre famille vit en Russie, l'autre vit en Ukraine. Alors, c'est très intéressant parce que vous allez ce soir nous raconter justement les témoignages très divers donc de votre famille, une famille qui est aujourd'hui divisée. Je rappelle que vous avez envoyé une lettre au Figaro et qui a été publiée, une lettre que l'on peut retrouver sur lefigaro.fr où vous racontez donc votre histoire. Dominique David, bonsoir. Vous êtes directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales et rédacteur en chef par ailleurs de la revue Politique étrangère. Et puis nous sommes en direct de Moscou avec vous, Dimitri Babich, bonsoir. Vous êtes analyste politique et journaliste à la Voix de la Russie. Merci d'être avec nous ce soir en direct de la capitale russe. Avant de commencer ce débat, on va écouter, si vous le voulez bien, le président ukrainien par intérim qui a réagi aux résultats de ces référendums. Mais on va également écouter le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Le Premier ministre et moi-même avons déclaré que nous étions prêts au dialogue. Pas avec les personnes armées, mais avec ceux qui sont ouverts à des négociations. Nous respectons la volonté du peuple des régions de Donetsk et Louhansk. Et nous comptons sur une mise en œuvre pratique de ce référendum de manière civilisée, sans violence, tout en maintenant aussi le dialogue entre les autorités de Kiev et les régions de Donetsk et de Louhansk. Dimitri Babich de Moscou, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ce scrutin était illégal, en tout cas que le processus n'était pas conforme aux normes électorales démocratiques? Il n'y avait pas d'isoloir, on l'a vu dans les reportages, il n'y avait pas d'observateurs. On a pu voir des électeurs qui ne mettaient pas un bulletin dans l'urne, mais qui en mettaient 5 à la fois. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ce soir de Moscou que ce référendum ne tenait pas la route? Du point de vue formel, oui, il était illégal parce qu'il n'y avait pas d'accord de Kiev. Mais je crois que ce référendum reflète la situation qui est très différente de celle que les médias occidentaux ont essayé de créer depuis le début de Maïdan. Si on croyait les médias occidentaux, c'était tout le peuple ukrainien, le peuple démocratique, contre un dictateur. Mais c'était une simplification de la réalité beaucoup plus complexe. Il y a beaucoup de gens à l'Ukraine de l'Est qui ne veulent pas vivre sous ce nouveau gouvernement. Et on a vu ça grâce à ce référendum. Je voudrais noter que dans les régions qui ont voté pendant ce référendum, 70 à 80% des électeurs ont voté Yanukovych il y a 5 ans. Il y a 4 ans, je vous demande pardon. Donc, il est tout à fait clair pourquoi ces gens se sentent déçus par le fait que les autres gens qu'ils n'ont pas élus essaient de les gouverner de Kiev et que ces gens envoient l'armée
contre ses propres citoyens. L'Occident a interdit à faire cela à M. Yanukovych à Kiev pendant le même genre de proteste, quand les bâtiments publics étaient occupés. Et maintenant, Kiev envoie l'armée contre le peuple et l'Ouest ne dit rien. Oui, si je vous entends bien, en fait, donc ce scrutin était illégal, mais il montre en tout cas une fracture aujourd'hui du pays. Anna Jalar-Chesakovska, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un scrutin illégal, ça je suis certaine que vous serez d'accord avec ça, mais un scrutin aussi qui montre qu'aujourd'hui l'Ukraine est un pays fracturé, que tous les Ukrainiens ne sont pas derrière ce gouvernement de Kiev. Et ce que dit d'une certaine manière Dimitri Babich, c'est ce qui se passe finalement à l'Est, ce serait peut-être une sorte de Maïdan à l'envers. Alors, je suis d'accord avec le fait que le référendum est illégal, bien évidemment. Ça ne m'étonne pas la position de Dimitri Babich qui, justement, qui travaille pour la voix de la Russie, qui est instrument de la propagande par excellence de Poutine. Donc, et lui-même fait partie de ce système de propagande. Je ne sais pas si lui, il peut... Je ne veux pas dire de quel parti vous faites partie. Moi, je peux dire librement tout ce que je pense. Je ne vais pas soutenir ces insultes, parce que je suis plus objectif que vous. Et avant de me donner des noms, il faut parler plus honnêtement de ce que vous pensez. Allez, on va revenir. Je peux dire honnêtement ce que je pense. Moi, Anna Jalar, justement, si on peut revenir, si vous le voulez bien, donc scrutin illégal, donc ça, vous êtes d'accord avec Dimitri Babich, mais moi, je vous repose la question, est-ce que ce qui se passe dans l'Est de l'Ukraine et ce que dit Dimitri Babich, est-ce que ça ne montre pas aussi que ce pays est aujourd'hui fracturé et que tout le monde, tous les Ukrainiens ne sont pas derrière le gouvernement de Kiev? Alors, je pense que tous les Ukrainiens ne puissent pas être derrière le gouvernement de Kiev, parce qu'il n'y a jamais d'unanimité dans n'importe quel pays. En France, par exemple, c'est pareil. Tout le monde ne soutient pas François Hollande, tout le monde ne soutenait pas Nicolas Sarkozy, ce qui est normal. C'est ça la démocratie. Par contre, la situation qui est créée à l'est de l'Ukraine, c'est une situation de crise artificielle. Jusque-là, jusqu'aujourd'hui, on vivait l'Est et l'Ouest en parfaite harmonie. À partir du moment où l'Ukraine a fait un pas, a voulu faire un pas vers la démocratie, là, on a eu des forces russes qui se sont mêlées. Donc, on sait très très bien, on sait pertinemment qui est derrière ces séparatistes. On a eu des preuves irréfutables. Donc, on ne peut pas dire que le peuple s'est exprimé à l'Est. Comment on peut dire le référendum est illégal, mais le peuple s'est exprimé? Combien de votants, combien de personnes ont voté réellement? On ne peut pas le savoir. Déjà, en Crimée, on a appris que seuls 15% de la population a voté. Est-ce que 15% c'est toute la population? Est-ce qu'on peut dire la Crimée s'est exprimée? Je vois Dominique David pas tout à fait d'accord avec vous, en tout cas sur la Crimée, que 15% uniquement ont voté. Je vous vois lever les yeux au ciel, Dominique David. Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Ouais, du site gouvernemental russe. Dominique David, est-ce que vous êtes d'accord avec Anna Jalar-Chesaskova pour dire que c'est une crise artificielle, ce qui se passe dans l'Est, que Vladimir Poutine tire en gros les ficelles et que finalement cette Ukraine n'est pas si fracturée que ça, que pendant longtemps, c'est ce que vous dites Anna Jalar-Chesaskova, finalement l'Ouest a pu vivre avec l'Est en parfaite harmonie. Est-ce que c'est vrai? D'abord sur le référendum d'hier, il faut que les choses soient entièrement claires. C'est un référendum non seulement illégal évidemment, mais c'est un référendum illégitime sur le fond, et c'est une plaisanterie dans la forme. Bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut ne pas tenir compte du tout de ce qui a été le fait politique hier? Je ne pense pas. Je ne pense pas que l'Ukraine soit un pays pacifié, unifié, et qui devrait, au seul génie de Vladimir Poutine, à la seule efficacité de la Russie, d'être divisée aujourd'hui. Je crois que l'Ukraine est un pays profondément divisé, pour des raisons historiques, pour des raisons économiques, pour des raisons qui tiennent aux 20 dernières années de l'anarchie de la direction ukrainienne, pour des raisons religieuses, pour des raisons linguistiques, etc. Tous les pays sont divisés, je suis bien d'accord. Mais l'Ukraine est un pays qui est aujourd'hui profondément divisé parce que, naturellement, la Russie utilise et aggrave ces divisions. Bon. Mais entre la stratégie de Vladimir Poutine et puis la réalité ukrainienne, ce sont deux choses différentes. Vous avez posé pour commencer la question, est-ce que l'Ukraine est sous le risque de la dislocation? Je pense que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'était souhaitable.
Naturellement, je souhaite exactement le contraire. Je pense que c'est possible, car de deux choses l'une, ou on prendra le faux résultat d'hier pour un donné politique qu'on intégrera dans un processus de négociation. Mais ça suppose qu'il y ait négociation et ça suppose qu'il y ait le 25 mai une autorité légitime qui soit élue à Kiev et que tout le monde se mette autour d'une table. À ce moment-là, le résultat du référendum sera, j'allais dire, dans le bargain général d'une négociation politique. Ou alors, les hystériques de l'Est, car enfin ce sont des petits groupes, ce sont des... Et qui sont-ils justement? Moi je lisais C'est dans le très Nouvel difficile à Observateur, savoir, mais il y avait une enquête qui disait que c'était surtout des chômeurs, c'était des exclus, c'était des hommes qui étaient financés par un homme, Igor Strelkov, j'ai vu, qui serait un colonel de la Direction Générale des Services Secrets C'est extrêmement russes. difficile à savoir, et personnellement j'en sais rien, mais la bonne question à poser, c'est dans quelle mesure la Russie contrôle-t-elle ces groupes? Or, Parce que Vladimir Poutine, on le rappelle quand même que qu'aujourd'hui- Vladimir Poutine avait dit qu'il ne souhaitait pas ces référendums et que ces référendums ont tout de même Sa eu lieu. stratégie a été très ambiguë, parce c'était bien qu'il le dise, mais il aurait mieux fait de le dire avant, naturellement. Mais le problème, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, la Russie contrôle très mal ces groupes, et peut-être qu'elle ne les contrôle pas du tout. Je parle de la Russie officielle, et je pense que ces groupes vont échapper, ou ont déjà échappé à la Russie, et que c'est ça le grand Le enjeu. risque. Alors justement, le Lavaudon, Dominique David parlait justement de la division profonde aujourd'hui de l'Ukraine, mais d'ailleurs qui ne date pas des divisions, qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, division linguistique, division religieuse, vous disiez, et c'est le cas justement de votre famille. Moi, je voudrais que vous me racontiez quand même, parce que vous avez une famille côté russe, et vous avez une famille qui vit dans l'est de l'Ukraine. Vous connaissez cette propre division dans votre famille. Alors que pensent justement les uns et les autres par rapport à cette crise d'aujourd'hui? Mais en fait, déjà, ne serait-ce qu'en voyant comment se déroulent les débats aujourd'hui dans ce studio, ou les autres débats d'ailleurs, c'est pas spécificité de ce débat d'aujourd'hui, et on voit déjà les passions, le déchirement qui a lieu ici à Paris, à plusieurs milliers de kilomètres, sans qu'il y ait des enjeux personnels. En tout cas, je ne sais pas peut-être pour vous, messieurs, je suppose qu'il n'y a pas d'enjeux personnels. Pour moi non plus, vu que je suis quand même de nationalité française. Vous pouvez imaginer quel déchirement a lieu sur place. Donc, pour les gens qui sont impliqués d'une manière ou de l'autre directement et qui se retrouvent sous le feu des informations diverses et variées, souvent contradictoires, tous les jours. Et en plus, qui ont l'impression, à tort ou à raison, de courir un risque réel pour leur vie ou la vie de leurs proches. Alors justement, vous avez de la famille qui vit dans l'est de l'Ukraine. Qu'est-ce qu'elle vous dit justement, cette famille qui vit dans l'est de l'Ukraine? En fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est voir la progression. C'est-à-dire, en fait, ma famille, ce sont les gens simples qui vivent dans des coins reculés de l'Ukraine et qui étaient plus que loin de toute politisation. Et voir la radicalisation, ne serait-ce qu'au sein de mes propres proches, et voir qu'en fait, certains types de discours sont devenus, en espace de quelques mois, carrément impossibles. Donc, par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas parler avec ma famille ukrainienne de tout ce qui concerne, par exemple, les actions présumées au réel de la Russie. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont maintenant, aujourd'hui, je constate clairement, la vision clairement diabolique. Et quand je discute avec mes proches de côté de la Russie, je vois à peu près aussi le même type de discours. Donc, il y a une diabolisation, mais dans l'autre sens. Et en fait, et c'est ça qui est très effrayant, c'est finalement cette impression de l'impossibilité de dialogue. Et qui aujourd'hui existe réellement, puisqu'en effet, il n'y a aucun dialogue entre le gouvernement de Kiev et ses séparatistes pro-russes. C'est le propre des situations de crise, cette hystérisation des positions. Dimitri Babits, la question qu'on se pose maintenant, il y a eu donc ce référendum, parce qu'on rappelle, c'était un référendum sur l'autodétermination. Alors à 90%, ils ont soi-disant dit oui dans l'est du pays. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, donc, c'est l'indépendance. Est-ce que l'étape d'après, c'est le rattachement à la Russie? Vladimir Poutine, est-ce qu'il va dire oui, comme pour la Crimée? Non, je ne pense pas que Vladimir Poutine va soutenir l'adhésion de Donetsk ou de Lugansk à la Russie, parce que ce sont des régions ukrainiennes avec des populations mixtes. Mais je crois que tout va dépendre de la position du gouvernement de Kiev et surtout de l'Union européenne et des États-Unis. Si le gouvernement à Kiev arrête ses actions militaires, s'il commence
en dialogue avec les insurgents. Avec les insurgés à l'Est, je crois que l'issue est possible. Mais si la même logique de confrontation continue, je crois que les liens entre l'Est de l'Ukraine au reste du pays vont devenir de plus en plus faibles. Je ne crois pas qu'il faut démoniser Vladimir Poutine, malgré le fait que je crois que la faute est à deux côtés. Mais je crois que l'Union européenne a commencé des changements en Ukraine que l'Union européenne ne pouvait pas contrôler et qui sont allés beaucoup plus loin qu'elle ne l'envisageait. La vraie situation était beaucoup plus compliquée avec les divisions entre l'Est et l'Ouest du pays, avec les divisions dans leur attitude à leur propre passé soviétique. Et je crois que aussi l'Union européenne n'a pas noté que le nouveau gouvernement de l'Ukraine inclut les représentants de ce parti Svoboda, anciennement le Parti national-social de l'Ukraine, national-social qui était fondé en 1991. Et à l'époque, national-social, ça voulait dire national-socialiste. Il y a 4 membres du nouveau gouvernement qui font partie de ce parti politique. Et ce parti politique qui était critiqué par l'Union européenne, maintenant l'Union européenne a oublié sa propre critique. Et je crois que ça explique pourquoi les gens à l'est de l'Ukraine ne croient pas aux promesses de l'UE, ils ne croient pas aux promesses des États-Unis, ils veulent garantir leurs droits. Maintenant que la Crimée fait partie de la Russie, ils n'ont pas le même poids électoral qu'ils avaient avant. Anna Jaïar-Chenaskova, ça c'est vrai que c'est souvent le reproche qui est fait par les gens de l'Est. Il y a 2 reproches qui sont faits. Le premier, c'est que vous nous avez un peu abandonnés. Il y a eu cette volonté tout d'abord de laisser tomber la langue russe comme seconde langue officielle. On a vu très très peu de représentants du gouvernement de Kiev. On a vu Yatsenyuk, je crois, aller une fois à l'Est depuis le début de la crise. Ça c'est le deuxième reproche qui est fait. Et le troisième reproche qui est fait, vous venez de l'entendre, c'est le fait qu'il y ait des nationalistes dans ce gouvernement, des fascistes, c'est ce que disent les gens de l'Est. Qu'est-ce que vous répondez justement à ces arguments? Bon, je vais déjà répondre sur cette question des fascistes qui est un raccourci complètement ridicule. Parce que, d'une part, le discours du mouvement Svoboda est quand même très modéré. Très, très modéré. Beaucoup plus modéré d'ailleurs que le discours de FN en France. Et c'est quand même très drôle de la part de M. Poutine de se battre en quelque sorte contre les fascistes ukrainiens, les nationalistes ukrainiens, alors que lui, il reçoit FN à Moscou, alors que lui, il invite en Crimée en tant qu'observateurs internationaux pour les votes, les représentants des partis d'extrême droite européens. C'est les seules personnes qui étaient admises, qui étaient en Crimée pour surveiller les élections, le référendum, c'était les représentants des partis de toutes les extrêmes droites de l'Europe. Donc ce double discours est quand même très très gênant. On va faire une petite pause, Anna Jaïar-Chenaskova, et je vous laisserai reprendre dans la seconde partie du débat. C'est le temps du rappel des titres. À tout de suite.